Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société, de Louis-Gabriel Ambroise de Bonald. Chapitre 4. 5e partie. Des lois. C'est donc l'homme-dieu, selon les chrétiens, qui est venu promulguer par une nouvelle parole, fixée dans une nouvelle écriture, une nouvelle loi, l'amour de Dieu et du prochain, loi fondamentale d'une nouvelle société divine et humaine, loi, développement naturel de la loi primitive, puisqu'il dit lui-même qu'il n'est pas venu la détruire, mais l'accomplir. Loi primitive à laquelle il remonte directement, lorsque changeant d'autres lois, conséquences peu naturelles ou imparfaites données passagèrement à un peuple enfant, et qui ne conviennent plus au peuple d'hommes qu'il veut former, il dit. Il a été dit à vos pères, vous ne tuerez pas. Et moi je vous dis, vous aimerez jusqu'à vos ennemis, etc. Ces rapports, si l'homme les pouvait entrevoir, aucun autre législateur que Dieu ne pouvait leur donner force de loi. La législation des nations chrétiennes n'en est que l'application plus ou moins développée, la société politique n'existe que pour les faire observer, et telle est l'influence du christianisme sur la législation des États, et le sort de l'humanité, que dans toutes les sociétés, même politiques, à commencer par celle des Juifs, il a resté, et il reste encore jusqu'au parfait établissement du christianisme, des lois imparfaites, conséquences fausses, quelquefois absurdes, des lois fondamentales. Et ce fait au-dessus de toute contradiction est la preuve de l'assertion que j'ai présentée comme un axiome de la science de la société. Que l'humanité a été opprimée dans tout état public de société où l'homme-dieu, représentant l'humanité tout entière, n'a pas été reconnu. L'homme chef de l'état politique, ministre de la divinité pour faire le bien et punir le mal, ministère Dei in bonum, si autem malum feceris, timé. Mais pouvoir visible à l'égard des hommes sensibles, tant qu'il ne contredit pas formellement le pouvoir supérieur dont il est le ministre, ne doit donc promulguer de loi que celles qui sont les conséquences naturelles des rapports naturels qui existent entre les personnes sociales constitutives de toute société, pouvoir, ministre, sujet, des lois qui fassent adorer le souverain et honorer le pouvoir, et qui empêchent d'attenter à l'homme dans sa personne et dans sa propriété, c'est-à-dire pour réduire les lois à leurs principes, et la société à ses éléments. Lois qui répriment l'action des passions, destructives de la connaissance de Dieu et de l'existence de l'homme. Car ce ne sont pas des lois, mais des règlements passagers et toujours provisoires, des arrangements locaux et de circonstances, que toutes ces lois de fiscalité et de commerce qui encombrent le code des États et la tête des administrateurs, et qui trop souvent opposés aux vrais intérêts de la société, ne sont qu'un compromis entre la cupidité du prince et la cupidité des sujets. Le pouvoir doit donc attendre, pour porter la loi, que la nature, ou l'ensemble des rapports naturels entre les êtres, qui, même à l'insu de l'homme, dirigent les événements, lui en indique la nécessité. La nature, qui dans ce sens, n'est autre chose que la volonté du Créateur des êtres, auteur de tous les rapports qui existent entre eux, prend donc, pour ainsi parler, l'initiative des lois nécessaires, comme l'homme prend l'initiative des lois qui ne le sont pas. Ainsi, les mœurs, ou lois naturelles à l'état domestique de société, insensiblement développées, deviennent naturellement les lois politiques naturelles à l'état public, telles que sont l'unité et la masculinité du pouvoir, le droit de primogéniture et l'inaliénabilité des domaines, lois fondamentales de l'État, comme elles le sont de la famille, lois dont les autres lois, moins importantes, ou plus tard importantes, sont les conséquences plus ou moins éloignées. Ainsi, à partir des Germains, dont les mœurs ont été si bien décrites par Tacite, et qui offrent les premiers pas d'une société hors de l'état domestique, et pour ainsi dire, son entrée dans le monde civilisé, on peut, en venant jusqu'à nous, suivre les progrès de la société, et le développement de nos lois politiques. Mais lorsque l'homme a porté quelque loi qui n'est pas le résultat d'un rapport naturel, la société tombe dans un état de langueur et de trouble qui avertit naturellement le pouvoir de la nécessité de retirer une loi qui introduit dans l'État un usage vicieux,
Et si le pouvoir, averti par ces symptômes fâcheux de l'état de souffrance du corps social, néglige d'y porter remède, la nature le ramène à son devoir par des révolutions, comme elle punit par les maladies, ou même par la mort, l'homme physique à qui elle annonçoit depuis longtemps, par le dérangement de ses fonctions, la présence de quelques levains vicieux. Parce que l'homme et la société écartés des voies de la nature, ne cessent d'être agités, jusqu'à ce que l'invincible nature ait repris son empire. La nature est donc le premier et devra être l'unique législateur des sociétés. De là vient que presque aucune des lois politiques constitutives de l'Europe monarchique, et particulièrement de la France, n'a de date certaine ni d'auteur connu, et que l'histoire ne nous montre de législateurs que dans les États populaires, dont les lois, ou ce qu'ils appellent ainsi, portent souvent, comme à Rome, le nom de leur auteur. Lex Valeria, Opimia, etc. C'est l'instinct de cette vérité qui faisait dire à Mably, je crois avoir remarqué que les États qui se sont formés avec le plus de lenteur ont acquis plus de consistance. Alors chaque établissement trouve tous les esprits disposés à le recevoir, parce que chaque loi a été précédée par quelque chose qui l'a rendu nécessaire, et qui en faisait prévoir et désirer la promulgation. Et malheur à la société où il se fait des lois inattendues. On voit la raison du peu de consistance qu'ont pris en Europe certains États qui se sont formés rapidement, comme ces fruits mûris à force de chaleur artificielle, qui n'ont ni couleur, ni saveur. Et sans parler de la France démocratique, qui a eu une croissance si rapide et une mort si subite, voyez la Hollande formée en peu d'années et détruite en peu d'instants. Le pouvoir qui promulgue une loi nécessaire, résultat d'un rapport naturel entre les êtres, comme par exemple celui de la succession masculine, exprime donc une volonté du souverain, conservatrice des êtres qu'il a créés. Et celui qui promulgue une loi non naturelle, une loi destructive de la société, comme sera la loi qui appelle les femmes au pouvoir, cause interminable de troubles civils et de guerres étrangères, désobéit à l'auteur de la nature, ou plutôt obéit à un autre souverain, à l'homme, et à ses caprices. Ainsi, plusieurs lois portées en France sur l'ordre des ministres du pouvoir, depuis la loi qui leur permit, il y a plusieurs siècles, d'aliéner leurs terres, jusqu'à celle qui, de nos jours, en bornant les degrés de substitution, leur a défendu de perpétuer les biens dans leur famille, et par là a défendu aux familles elles-mêmes de se perpétuer, toutes ces lois, dis-je, n'étaient ni nécessaires, ni naturelles. Elles ont été portées contre les ministres, et par conséquent contre le pouvoir, contre la société. Mais si le pouvoir ne doit porter que des lois dont la nature elle-même indique la nécessité, que penser de la profonde ignorance ou de la téméraire présomption de ces hommes qui disent « Assemblons-nous, et inventons une société. » Comme des ouvriers d'Irois. Défrichons ce terrain inculte, ou construisons un édifice. Et qui, faisant des lois par cela seul qu'ils sont assemblés pour en faire, font des lois sur tout, font des lois contre tous, et les font nécessairement désastreuses, par cela seul qu'elles n'étoient pas nécessaires. Après les détails dans lesquels nous venons d'entrer, il en coûte à l'homme qui a quelque justesse dans les idées, de discuter l'opinion de la souveraineté du peuple, néant, c'est-à-dire abstraction sans réalité, système où Dieu n'est pas, où l'homme seul est tout, et même les extrêmes, pouvoir et sujet, faux, puisqu'il est impraticable de l'aveu même de ses défenseurs, et où l'on est toujours placé entre une inconséquence et un blasphème. En effet, si l'on fait craindre aux apologistes de cette souveraineté que l'ignorance et les passions humaines n'égarent la faculté législative de l'homme ou du peuple, ils vous répondent, tantôt avec Jurieu, que le peuple est la seule autorité qui n'ait pas besoin d'avoir raison pour valider ses actes, tantôt que le peuple est juste et bon et qu'il ne saura faillir, et par cela seul il reconnaisse une justice et une bonté au-dessus du peuple, puisqu'il y conforme ses pensées et une règle antérieure au peuple, dont il ne peut s'écarter dans ses actions. Et ils sont ainsi ramenés à la souveraineté de Dieu, justice, vérité, bonté essentielle, auteur nécessaire de tout ordre. D'autres, plus conséquents, soutiennent qu'il n'y a de juste que ce que le peuple permet,
d'injuste que ce qu'il défend. Et comme dans un pareil système il faut tout accorder ou tout rejeter, ils sont, malgré eux-mêmes, poussés jusqu'à soutenir que la loi de Sparte, qui permet aux jeunes citoyens, comme un exercice, l'assassinat de son esclave, est aussi juste que celle qui prescrit à un père de donner des aliments à ses enfants. Et s'il objecte qu'il y a dans l'homme un sentiment naturel qui l'avertit de la barbarie de cette loi, on lui répondra que les Spartiates n'éprouvoient pas sans doute ce sentiment naturel, lorsqu'ils la recevoient de leur législateur, et la mettoient à exécution, ou que s'ils l'éprouvoient, il y a donc un certain ordre naturel, différent de la volonté de l'homme, puisqu'il est antérieur à ses actions, indépendant de l'homme par conséquent, et dont un sentiment intime lui révèle l'existence, ce qui ramènera encore la souveraineté de l'être suprême. On lui répondra par l'opinion qu'ont eue sur la souveraineté du peuple, quand il en exerce les actes, les philosophes anciens, Cicéron surtout, et même les modernes, tels que J.J. Rousseau et Mably, lorsqu'ils daignent descendre des régions éthérées de leur théorie sociale. On lui répondra encore mieux par l'exemple de l'Angleterre et de la France, où les lois les plus oppressives ont été portées, au nom du peuple, contre Dieu et contre l'homme, par ceux qui se disent ses mandataires. Leçon terrible, événement à jamais mémorable, où l'on a vu, dans les 2 siècles qui viennent de s'écouler, 2 puissantes nations ravagées par leurs propres lois comme par une tempête, résister à leurs ennemis, et succomber sous leurs législateurs. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.